Claire fixe l'écran de son téléphone quelques secondes avant de lancer l'appel. Sa respiration est parfaitement maîtrisée, presque trop calme pour quelqu'un censé être malade. Quand Janet décroche, Claire adopte immédiatement une voix plus faible, légèrement voilée, comme si chaque mot lui coûtait un effort. Elle explique qu'elle a passé une nuit horrible, de la fièvre, des frissons, un virus qui l'a clouée au lit. Janet, compatissante, ne doute pas une seconde. Elle lui conseille de se reposer, de ne penser qu'à sa santé. Claire la remercie, raccroche, et son visage change instantanément. La maladie n'existe pas. Aujourd'hui est le jour J. Dans sa voiture, garée à distance, Claire observe le parking du golf de Garance. Tout semble normal, des joueurs élégants, des sourires polis, une atmosphère presque trop paisible. Pourtant, elle le sait, quelque chose se prépare. Marsan ne se déplace jamais sans raison, et s'il a choisi ce lieu précis, ce n'est pas un hasard. Claire sent cette tension familière lui nouer l'estomac, ce mélange d'adrénaline et de peur qu'elle connaît trop bien. Elle se répète qu'elle doit rester discrète, qu'elle n'est pas policière, qu'elle ne doit surtout pas se faire remarquer. Pendant ce temps, Florent arrive à son cabinet avec l'esprit déjà encombré. Il sait que Claire lui a caché quelque chose, et il sait aussi qu'il est allé trop loin en acceptant de la voir en secret. Lorsque Cécile entre, son regard est dur, presque accusateur. Elle ne tourne pas autour du pot. Elle lui reproche frontalement ses mensonges, ses rendez-vous cachés, cette complicité qu'elle devine entre lui et Claire. Ses mots sont violents, chargés de colère et de peur. Elle lui rappelle qu'il risque sa carrière, qu'un avocat ne joue pas avec la loi, encore moins pour protéger quelqu'un qu'il n'est même pas censé aider. Florent tente de se défendre, mais chaque phrase semble aggraver la situation. Cécile est convaincue qu'il met toute leur famille en danger. À la galerie, Yann remet à Alix le tableau de Valmy. L'expertise est formelle, l'œuvre est authentique. L'affaire est classée, sans suite. Sur le papier, tout devrait aller mieux. Pourtant, Alix ne ressent aucun soulagement. Elle parle de victoire, mais son regard trahit autre chose, une rancune profonde, presque froide. Elle glisse à Yann qu'il n'a pas fini d'entendre parler d'elle. Pour Alix, cette histoire n'est pas qu'une simple erreur judiciaire, c'est une humiliation qu'elle n'est pas prête à oublier. Au commissariat, l'ambiance est lourde. Aude confie à Baker son intuition, Victor n'a pas agi seul pour protéger Hélène. Elle est persuadée que Claire sait beaucoup plus de choses qu'elle ne l'admet. Baker écoute, réfléchit, puis tranche. Aude a 24 heures, pas une de plus. Si Claire ne craque pas avant la fin de la garde à vue de Victor, l'occasion sera perdue. La pression monte d'un cran, et chacun le sent. Sur le green, Claire aperçoit enfin Marsan. Son cœur s'accélère. Elle le suit à distance, feignant l'indifférence, se fondant dans le décor. Soudain, tout bascule. Une joueuse de golf s'approche de lui, confiante. En quelques secondes, Marsan agit. Une piqûre discrète dans le cou. La femme vacille, s'effondre presque aussitôt. Claire assiste à la scène, pétrifiée, incapable d'intervenir sans se trahir. Elle cherche son téléphone, tente d'appeler à l'aide, mais aucun réseau. Le sentiment d'urgence devient écrasant. Marsan entraîne la femme inconsciente jusqu'à sa voiture. Claire hésite une fraction de seconde, puis prend une décision irréversible, elle va le suivre. Elle démarre, garde ses distances, les mains crispées sur le volant. Elle réussit enfin à joindre Florent et lui donne sa position, lui ordonne presque de prévenir la police. Elle sait qu'elle prend un risque énorme, mais reculer maintenant serait abandonner cette femme, et accepter que Marsan gagne. Quand la voiture de Marsan s'arrête devant une planque isolée, Claire sent un frisson de peur la traverser. Elle est allée trop loin. Pourtant, elle descend de sa voiture, s'approche prudemment. Elle tente d'entrer, de voir, de comprendre. C'est à ce moment-là que Marsan surgit. Son regard est glacial. Une arme apparaît dans sa main. Le silence devient assourdissant. Claire comprend, trop tard, qu'elle vient de tomber dans son piège. Claire n'a même pas le temps de reculer. Le canon de l'arme est déjà pointé vers elle, immobile, menaçant, et dans le regard de Marsan, elle ne lit aucune hésitation. Il ne crie pas, ne s'énerve pas. Sa voix est basse, maîtrisée, presque tranquille, ce qui rend la scène encore plus terrifiante. Il lui ordonne de ne pas bouger, de lâcher son téléphone, de lever lentement les mains. Claire obéit, consciente que le moindre geste brusque pourrait tout faire basculer. Dans sa tête, les pensées se bousculent. Elle se reproche d'avoir voulu jouer les héroïnes, d'avoir cru qu'elle pourrait garder le contrôle jusqu'au bout. Marsan la force à entrer dans la planque. L'endroit est froid, impersonnel, presque clinique. La joueuse de golf est allongée là, toujours inconsciente, respirant faiblement. Claire sent la colère monter, mais elle la ravale aussitôt. Marsan lui fait comprendre, sans détour, qu'elle a vu ce qu'elle n'aurait jamais dû voir. Elle tente de parler, de gagner du temps, d'adopter un ton rationnel, mais chaque mot semble renforcer la certitude de Marsan.
elle est désormais un problème à éliminer ou à utiliser. Pendant ce temps, Florent raccroche, le cœur battant. L'appel de Claire l'a glacé. Il a compris à sa voix que la situation était grave, bien plus grave qu'elle ne le disait. Il contacte immédiatement la police, donne les informations qu'il a, la dernière localisation, le nom de Marsan. Mais il sent aussi le poids de la peur l'envahir. S'il arrive quelque chose à Claire, il ne se le pardonnera jamais. Et au fond de lui, une autre angoisse grandit, plus sourde, celle de Cécile, de ce qu'elle dira, de ce que tout cela va coûter à leur couple. Au commissariat, l'alerte tombe. Baker réunit les équipes, la tension est immédiate. Le nom de Claire revient sur toutes les lèvres, et Aude comprend qu'elle n'avait pas tort. Quelque chose cloche depuis le début. Elle se sent partagée entre l'urgence de la situation et une pointe d'amertume. Claire est encore au centre d'une affaire dangereuse, encore une fois trop impliquée. Mais il n'y a pas le temps pour les reproches. Une vie est en jeu, peut-être deux. Dans la planque, Marsan ligote Claire avec une efficacité inquiétante. Il lui reproche son imprudence, presque avec ironie. Elle n'était pas censée être là, pas censée comprendre. Claire, malgré la peur, lève les yeux vers lui. Elle tente de le provoquer, de le faire parler, de gagner de précieuses secondes. Elle pense à Florent, à son fils, à tout ce qu'elle risque de perdre. Chaque seconde qui passe est une éternité. À l'extérieur, les policiers progressent, recoupent les informations, mais le temps joue contre eux. La localisation est approximative, la zone vaste. Baker sait que chaque retard augmente le danger. Florent, tenu à distance, insiste pour rester informé. Il lutte pour ne pas céder à la panique, mais son visage trahit son angoisse. Il se sent responsable, coupable même, d'avoir laissé Claire agir seule. Dans la planque, Marsan commence à perdre patience. Il parle du coffre, du code, des diamants. Claire comprend alors toute l'ampleur du plan. La joueuse de golf n'était qu'un moyen, et maintenant, elle aussi est devenue une pièce du puzzle. Lorsqu'il se rapproche d'elle, l'arme toujours à la main, Claire sent la peur l'envahir totalement. Elle sait que le moindre faux pas peut lui coûter la vie. La course contre la montre est lancée, et personne ne sait encore si la police arrivera à temps. Dans la pénombre de la planque, le temps semble s'étirer de façon cruelle. Claire, ligotée, tente de garder son calme, mais chaque bruit, chaque pas de Marsan résonne comme une menace imminente. Il parle beaucoup, trop peut-être, comme s'il avait besoin d'entendre sa propre voix pour se convaincre qu'il contrôle encore la situation. Il évoque le coffre, les diamants, l'argent qui changera sa vie. Claire l'écoute attentivement, cherchant la faille, le moment où elle pourra inverser la dynamique, même d'un rien. À plusieurs kilomètres de là, Florent fait les 100 pas. Il a beau être entouré de policiers, il se sent inutile, spectateur d'un drame qu'il a contribué à déclencher. Les regards qu'on lui adresse sont lourds de sous-entendus. Il comprend que sa proximité avec Claire n'est plus un secret, et que cela pourrait se retourner contre lui. Pourtant, tout cela lui semble dérisoire face à une seule pensée obsédante. Si Claire meurt, plus rien n'aura d'importance. Cécile, elle, n'est pas au courant de chaque détail, mais elle sent que quelque chose de grave est en train de se jouer. Elle apprend que la police est mobilisée, que Florent est impliqué, encore. La colère laisse peu à peu place à une peur sourde. Et si elle avait raison depuis le début? Et s'il avait franchi une ligne irréversible? Elle se sent trahie, mais aussi terriblement impuissante. L'amour et la méfiance s'entrechoquent en elle sans qu'elle parvienne à choisir lequel écouter. Au commissariat, Baker serre la vis. Il exige des résultats rapides, presse les équipes, recadre les hésitations. Aude, concentrée, repasse mentalement chaque détail de ses échanges avec Claire. Elle se demande si cette dernière n'a pas volontairement pris tous ces risques pour protéger quelqu'un d'autre, ou pour expier une faute passée. Le doute s'installe, Claire est-elle une victime pure, ou une actrice trop impliquée dans cette affaire? Dans la planque, Marsan s'agace. Il remarque le regard de Claire, trop lucide, trop présent. Il lui intime de ne plus parler, de ne plus réfléchir. La tension monte d'un cran. Claire comprend qu'il est plus instable qu'il ne veut le montrer. Elle tente alors une autre approche. Elle évoque la joueuse de golf, sa famille, ce qui arrivera quand tout sera fini. Une tentative désespérée de réveiller une once d'humanité chez lui. Mais Marsan ricane. Pour lui, tout cela est déjà derrière. Les minutes passent. À l'extérieur, une piste se précise enfin. Une voiture repérée, un signal faible mais exploitable. Baker ordonne aux équipes de se rapprocher, sans bruit, sans erreur. Le moindre faux mouvement pourrait condamner Claire. Florent, tenu à distance, perçoit le changement d'atmosphère. Il comprend qu'on approche d'un moment décisif, sans savoir s'il doit s'en réjouir ou le redouter. Dans la planque, Claire sent que quelque chose bouge. Elle n'entend rien de précis, mais son instinct lui hurle que le temps est compté. Marsan aussi le sent. Son agitation augmente, son regard se durcit. Il se rapproche d'elle, l'arme toujours visible.
Claire retient son souffle, consciente que la situation peut basculer à tout instant, pour le meilleur ou pour le pire. La course contre la montre atteint un point de non-retour. Dans la planque, l'air devient irrespirable. Marsan fait les 100 pas, comme un animal acculé. Il parle moins, observe davantage. Chaque bruit extérieur, réel ou imaginé, le rend plus nerveux. Claire sent cette bascule dangereuse, ce moment précis où la peur de se faire attraper commence à dépasser la cupidité. Elle comprend alors que sa survie dépend désormais moins de ce qu'elle dira que de ce que Marsan redoute. Elle tente de rester immobile, d'effacer sa présence, mais son regard trahit une détermination intacte. Malgré les liens, malgré l'arme, elle continue d'analyser. Elle repère un détail. Marsan consulte son téléphone, vérifie la porte, regarde la joueuse de golf comme un fardeau. Le plan parfait est en train de se fissurer. Claire se dit que si elle parvient à le pousser à faire une erreur, la police aura peut-être une chance. Au commissariat, la tension est à son comble. Les équipes sont proches, trop proches pour reculer, pas assez pour intervenir sans risque. Baker insiste sur la prudence, mais l'impatience est palpable. Aude échange un regard lourd de sens avec ses collègues. Ils savent que chaque minute gagnée peut sauver une vie, mais qu'un faux pas peut tout détruire. L'ombre de Victor et d'Hélène plane encore sur l'esprit d'Aude. Elle se demande si Claire n'a pas toujours cette habitude de se sacrifier, ou de s'enfoncer volontairement. Florent, tenu à distance, lutte contre l'envie d'intervenir lui-même. Il sait qu'il n'a pas le droit, qu'il aggraverait tout. Pourtant, l'idée de Claire seule, ligotée, menacée, lui est insupportable. Chaque seconde le confronte à une vérité qu'il n'ose pas formuler. Ce lien entre eux dépasse largement ce qu'il a toujours voulu admettre. Et cette prise de conscience le terrifie autant qu'elle le motive. Cécile, de son côté, commence à comprendre l'ampleur du danger. Elle réalise que la colère qu'elle ressentait face à Florent paraît dérisoire face à ce qui est en jeu. Pourtant, la peur n'efface pas la blessure. Elle se sent mise à l'écart, tenue dans l'ignorance, comme si son rôle se limitait désormais à attendre le verdict. Cette attente forcée ravive son sentiment de trahison, et elle se demande si, quoi qu'il arrive, leur relation pourra vraiment s'en remettre. Dans la planque, Marsan s'arrête brusquement devant Claire. Son regard est dur, presque fou. Il lui reproche d'avoir tout compliqué, d'avoir attiré l'attention, d'avoir fait de lui une cible. Claire ne répond pas tout de suite. Puis, d'une voix étonnamment calme, elle lui dit qu'il est déjà trop tard, que la police n'abandonnera jamais. Ces mots, prononcés sans panique, font mouche. Marsan recule d'un pas, hésite. La certitude commence à vaciller. À l'extérieur, les policiers reçoivent une confirmation. La planque est bien là. Baker donne ses dernières consignes. Pas d'intervention brutale, pas de précipitation. Le silence devient presque religieux. Chacun retient son souffle, conscient que l'instant décisif approche. Dans la pénombre, Claire ferme les yeux un court instant. Elle se prépare au pire, tout en espérant l'impossible. Elle sait que, quoi qu'il arrive, rien ne sera plus jamais comme avant. Dans la planque, le silence est si dense qu'il semble peser sur les épaules. Marsan s'est figé, comme s'il cherchait à reprendre le contrôle de son propre souffle. Son regard passe sans cesse de Claire à la porte, puis à la joueuse de golf toujours inconsciente. La certitude qu'il affichait quelques minutes plus tôt s'effrite. Il comprend qu'il n'est plus le chasseur, mais la proie. Cette prise de conscience le rend imprévisible. Claire le voit. Elle perçoit cette faille, ce moment fragile où la peur prend le pas sur le plan. Elle choisit alors ses mots avec une précision presque chirurgicale. Elle lui parle des conséquences, de ce qui l'attend s'il va trop loin, de l'irréversibilité de certains gestes. Elle ne supplie pas, elle expose des faits, comme pour l'obliger à regarder la réalité en face. Marsan réagit violemment, lui ordonne de se taire, mais sa voix tremble. L'arme, toujours pointée, n'a plus la même assurance. À l'extérieur, les policiers sont en position. Les visages sont tendus, les gestes mesurés. Baker répète une dernière fois les consignes, conscient que la moindre erreur pourrait provoquer un drame. Aude, concentrée, sent son cœur battre trop fort. Elle pense à Claire, à ce mélange étrange de courage et d'inconscience qui la caractérise. Elle sait qu'en ce moment même, Claire joue peut-être sa vie sur un simple mot de trop, ou de moins. Florent n'en peut plus d'attendre. Chaque minute est une torture. Il se sent coupable d'avoir laissé Claire agir seule, d'avoir cru qu'elle pourrait gérer une situation aussi dangereuse. Il se reproche aussi son aveuglement, son refus d'admettre ce que Claire représente encore pour lui. Cette vérité, qu'il a longtemps repoussée, lui explose au visage dans cette attente insupportable. S'il la perd, il perdra bien plus qu'une amie. Dans la planque, Marsan commence à parler de fuite. Il évoque une sortie, une échappatoire possible. Claire comprend que c'est là que tout se joue. S'il tente de s'enfuir avec elle, le danger sera décuplé.
Elle tente alors de capter son regard, de l'ancrer, de le forcer à ralentir. Mais Marsan est déjà ailleurs, emporté par la panique. Il attrape Claire plus brutalement, la tire vers la sortie, comme pour reprendre l'avantage. À ce moment précis, un bruit extérieur, à peine perceptible, se fait entendre. Un craquement, un pas. Marsan se fige net, son visage se ferme. Il comprend, ils sont là. Son regard devient noir, désespéré. Il serre son arme un peu plus fort, prêt à tout. Claire sent son cœur s'emballer. Elle sait que l'instant est critique, que la prochaine seconde décidera de leur sort à tous. La tension atteint son paroxysme. Plus personne ne peut reculer. Le bruit se répète, plus proche, plus net. Marsan n'a plus aucun doute. Les policiers sont là, juste derrière ces murs trop fins pour le protéger encore longtemps. Sa respiration devient courte, saccadée, et la panique prend définitivement le dessus. Il agrippe Claire avec brutalité, la tire contre lui comme un bouclier dérisoire, l'arme toujours visible. Claire sent son poignet brûler sous la pression, mais elle s'efforce de rester lucide. C'est maintenant que la moindre erreur peut devenir fatale. À l'extérieur, les forces de l'ordre sont prêtes. Baker donne le signal de progression, mais impose encore la retenue. Personne ne doit entrer tant que Marsan tient une arme et des otages. Aude, en première ligne, ressent un mélange de tension et de rage froide. Elle voit déjà les scénarios possibles défiler dans sa tête, les pires comme les meilleurs. Elle sait que Claire est au cœur du danger, et cette idée la hante. Dans la planque, Marsan parle vite, trop vite. Il menace, crie, se contredit. Il exige une sortie, un passage libre, promet de tirer si quelqu'un s'approche. Claire, plaquée contre lui, perçoit chaque tremblement de sa main. Elle comprend que Marsan n'est plus guidé par un plan, mais par la peur pure. Elle tente de lui parler à voix basse, de le calmer, de lui faire entendre qu'il n'a plus aucune issue. Mais ses mots se perdent dans le chaos de ses pensées. Florent, informé de l'imminence de l'intervention, sent son cœur se serrer. Il n'est pas sur le terrain, mais il vit chaque seconde comme s'il y était. L'impuissance le ronge. Il imagine Claire, la peur qu'elle doit ressentir, et il se reproche chaque décision qui l'a menée jusque-là. Il comprend aussi que, quoi qu'il arrive, leur relation avec Cécile ne pourra plus jamais être la même. Dans un mouvement brusque, Marsan se dirige vers la sortie, entraînant Claire avec lui. Les policiers réagissent immédiatement. Les ordres fusent, les voix s'élèvent, tentent de le raisonner. Le temps semble suspendu. Claire ferme les yeux un instant, persuadée que tout peut s'arrêter là. Puis, dans un éclair de lucidité ou de folie, Marsan hésite. Son regard croise celui de Claire. Il voit la détermination, mais aussi la peur qu'elle n'a jamais vraiment cachée. C'est cet instant de flottement qui change tout. Profitant d'une seconde d'inattention, Claire se dégage légèrement, juste assez pour rompre l'équilibre. Les policiers interviennent aussitôt. Les cris, la confusion, le choc des corps. L'arme tombe au sol. Marsan est maîtrisé. Claire s'effondre presque, soutenue par des mains qui la retiennent avant qu'elle ne chute. Le silence retombe, lourd, irréel. Claire est en vie, la joueuse de golf aussi. Mais l'épreuve a laissé des traces invisibles, profondes. Aude observe Claire, encore sous le choc, et comprend que cette histoire ne s'arrêtera pas avec l'arrestation de Marsan. Trop de choses ont été révélées, trop de limites franchies. La course contre la montre est terminée. Mais les conséquences, elles, ne font que commencer. Claire est assise à l'arrière d'une voiture de police, une couverture posée sur les épaules. Ses mains tremblent légèrement, non pas de froid, mais de ce trop-plein d'émotions qu'elle n'arrive pas encore à contenir. Autour d'elle, tout va trop vite et trop lentement à la fois. Les gyrophares éclairent la nuit, les voix s'entrecroisent, mais elle semble ailleurs, enfermée dans ce moment précis où elle a cru que tout allait s'arrêter. Elle respire, elle est vivante. Pourtant, une part d'elle est restée dans cette planque, face à Marsan. Florent arrive enfin. Quand il la voit, intacte mais bouleversée, quelque chose se brise en lui. Il s'approche sans réfléchir, oublie les regards, les règles, les conséquences. Leur échange est bref, presque silencieux, mais chargé d'une intensité qui dépasse les mots. Il n'ose pas la toucher longtemps, comme s'il craignait de raviver la peur. Dans ses yeux, Claire lit à la fois le soulagement et une vérité qu'ils n'ont jamais su affronter. Ce lien entre eux ne s'est jamais vraiment rompu. Aude observe la scène de loin. Elle note chaque détail, chaque attitude. Claire est saine et sauve, mais son implication dans cette affaire ne pourra pas être balayée d'un revers de main. Trop d'initiatives personnelles, trop de risques pris en dehors de tout cadre légal. Elle comprend désormais mieux Claire, mais cela ne l'empêche pas de se demander jusqu'où celle-ci est prête à aller pour ce qu'elle estime juste. Cette question restera en suspens. Au commissariat, Baker dresse un premier bilan. Marsan est arrêté, les victimes sont en sécurité, l'opération est un succès sur le papier.
Pourtant, il sent que cette affaire laissera des traces profondes. Il pense à Victor, à Hélène, à Claire, à cette frontière de plus en plus floue entre l'émotion et la loi. Il sait que les prochaines heures seront décisives, et que certains choix devront être assumés, coûte que coûte. Cécile, lorsqu'elle apprend que Claire est hors de danger, ressent un soulagement immédiat. Suivi d'un vide immense. La peur s'éloigne, laissant place à une lucidité douloureuse. Elle comprend que Florent a vécu cette attente comme un supplice, et que ce qu'il ressent pour Claire dépasse largement ce qu'elle avait voulu admettre. Ce constat la frappe de plein fouet. Elle ne crie pas, ne confronte personne. Elle se tait, et ce silence est peut-être plus inquiétant que toutes les colères. À la galerie, Alix reçoit la confirmation définitive que l'affaire du tableau est close. Elle devrait se réjouir, mais son esprit est ailleurs. Elle repense aux menaces à demi-mot, à ce sentiment d'injustice qui ne la quitte pas. Elle sait qu'elle ne laissera pas cette histoire derrière elle aussi facilement. Pour elle, la reconnaissance officielle ne suffit pas à effacer l'humiliation subie. Plus tard, seule, Claire rentre enfin chez elle. Elle s'assoit, épuisée, et laisse tomber les défenses qu'elle a maintenues toute la journée. Les images reviennent, les secondes suspendues, la peur brute. Elle comprend qu'elle a frôlé l'irréparable. Et, pour la première fois depuis longtemps, elle se demande si son besoin de s'impliquer, de comprendre, de sauver, ne l'a pas menée trop loin. Cette question la hante, sans réponse immédiate. La nuit se referme sur Montpellier. Marsan est derrière les barreaux, mais les blessures ouvertes par cette affaire sont encore vives. Rien n'est réellement réglé. Les relations sont fragilisées, les certitudes ébranlées. Et chacun, à sa manière, sait que cet épisode marque un tournant. La fin d'une course contre la montre, et le début de choix lourds de conséquences.